Bonjour, ici Jonathan Riendo. Je vais vous parler du matérialisme sémiotique. En particulier, je vais vous parler de sa théorie de l'esprit. Le matérialisme sémiotique, c'est une théorie qui a des sous-théories, et l'une de ces sous-théories-là, c'est la théorie de l'esprit. Sa théorie de l'esprit qui est un aboutissement, qui est la conclusion logique d'une théorie de la conscience. Dans le fond, pour moi, l'esprit, c'est le résultat c'est un aboutissement historico-logique du procès du sujet. Le procès du sujet, c'est un processus d'abstraction en lequel consiste la conscience, c'est-à-dire le mouvement connaissant entre le sujet et l'objet. Pour moi, l'esprit, il est suprastructurel, c'est-à-dire que dans un édifice à 4 niveaux d'analyse, on s'en va jusqu'au dernier niveau, puis, au-delà de la limite métaphysique, c'est le monde spirituel. Hein, la lutte, elle est spirituelle. C'est plus simplement le monde des idées, c'est le monde de la pensée, produite par le sujet, l'esprit d'un sujet qui interprète le signe d'un objet en particulier. Donc, qui va donner un sens à un ensemble d'idées, à des fins pratiques pour savoir comment agir. Donc, c'est l'instance de décision, la morale, la philosophie, la religion, les arts, euh, la science, les sciences, tout ça pour moi c'est suprastructurel. Ce qui est politique, le droit aussi c'est suprastructurel, mais la loi, puis le politique, puis la légitimation, puis l'idéologie, là on est dans le monde superstructurel, c'est-à-dire le monde de la société, le monde pour soi, celui de la conscience réflexive, c'est-à-dire la superstructure, le monde des idées. Le lieu de la lutte idéale, du débat. Donc, pour moi, l'esprit, en fait, c'est un souffle de vie, hein, comme le veut son étymologie. C'est un souffle de vie qui c'est comme le sujet est abstrait de l'objet et se fait premier par la suite, hein, 2, 3, 1, dans le mouvement réel, pardonnez-moi, eh bien, euh, l'esprit, dans le fond, c'est que tout part de l'objet de l'infrastructure 2, monte à la superstructure 3, redescend à la substructure 1, puis remonte étape par étape, niveau par niveau, pour aller jusqu'à la suprastructure et ainsi faire en sorte que l'esprit entre en formation, en apprentissage, c'est-à-dire tout le long de la vie. Parce qu'il y a la formation, dans le fond, il y a la germination de l'esprit de l'infrastructure à la superstructure. Il y a la formation de base de l'esprit qui est la naissance du sujet, hein, la souffrance. Et puis ensuite, il y a étape par étape, nous remontons, nous développons les formes de la conscience humaine, nous améliorons, nous progressons dans dans le développement des formes de la conscience humaine, pardonnez-moi. Et puis, on va se rendre jusqu'à la suprastructure. C'est là que l'esprit, il sera plus seulement en germination, en formation de base ou en formation continue, hein, les épreuves de vérité. On va être plutôt en apprentissage tout le long de la vie. C'est là qu'il entre en dialectique entre la pensée et l'action, il y a un mouvement, dans le fond, entre l'infrastructure et la superstructure, une contradiction, mouvement successif de va-et-vient, entre le mode de production et l'ordre social de la propriété qui s'érige au-dessus de lui pour en reproduire les conditions. Donc, pour moi, ça, c'est le processus de formation de l'esprit. Donc, 2 3 1 2 3 4 là, l'esprit est pleinement réalisé. C'est au quatrième niveau que l'esprit est pleinement réalisé. Pourquoi? Bien parce qu'il est de quatrième niveau. Donc, on se souvient qu'au premier, c'est au premier, au second, c'est au second, au troisième, c'est au troisième, et au quatrième, c'est au quatrième. Donc, euh, le sujet, qui vient d'une abstraction de l'objet, hein, une conscience donc, puis qui s'est rendu maître de cette conscience pour en faire sa condition d'existence, puis pour faire de la souffrance de laquelle il est né, sa condition d'existence, si bien qu'à chaque fois qu'il va souffrir, il va se développer dans les formes de sa conscience humaine. Euh, dans le fond, c'est dans la souffrance que nous trouvons la condition de notre conscience. Donc, mais l'esprit, il naît du dépassement de l'objet par le sujet au moment où on entre dans la suprastructure pour la première fois, au moment où on l'active. Eh bien, il y a dépassement de l'objet par le sujet, si bien que la conscience parvient, grâce à l'essence, à précéder l'existence. Alors que habituellement, la conscience vient après l'existence. De la même manière que l'essence vient après la conscience et l'existence. Et l'existence et la conscience, c'est-à-dire. Donc, euh, l'esprit, c'est un souffle de vie
qui émane du corps et qui l'anime en retour. Donc, la course folle entre le sujet et l'objet, dont j'ai déjà parlé ailleurs, eh bien, je vais vous la redire. Ben, dans le fond, il y a un objet, il y a une abstraction, hein, puis là, l'objet dépasse l'abstraction, ça donne lieu à un sujet. Le sujet, ben, il faut qu'il manque de l'objet, fait il va suivre l'objet. Puis à un moment donné, ben, il va dépasser l'objet. Puis là, ça va donner lieu à l'esprit d'apprentissage tout le long de la vie. Puis là, il va y avoir un va-et-vient constant entre le second niveau et le quatrième niveau. Donc, il va y avoir redépassement du sujet, du théoricien par la théorie. La théorie qui va avoir une apparence autonome, hein, au moment où la pensée se réalise, où l'esprit produit une pensée. Puis là, la pensée, elle est relativement autonome par rapport au sujet, acteur, auteur, interprète, par rapport à ces sujets. Elle est partiellement indépendante dans son mouvement, mais ce qui est sûr, c'est que l'esprit, dans le fond, c'est le fruit d'un sujet qui s'en est rendu le maître, hein? Et qui a une certaine autonomie relative par rapport au sujet. Parce qu'il y a des choses inconscientes et il y a des choses qui échappent notre esprit fonctionne de telle manière qu'il ne se dévoile jamais, il ne se dérobe jamais à notre regard dans tous ces mécanismes. Il y aura toujours une partie, dans le fond, d'incompréhension dans notre manière dont fonctionne l'esprit. L'esprit qui manipule l'ensemble des facultés intellectuelles et corporelles d'un sujet, donc d'un corps qui pense, de celui qui est conscient. Donc, l'esprit, lui, ça va être en tant qu'il produit une pensée, puis la pensée, c'est ce qui vient avant l'action. La pensée que produit l'esprit d'un sujet qui interprète le signe d'un objet, eh bien, elle va se réaliser dans la praxis, hein, qui unit théorie et pratique, en faisant une dialectique pensée et action pour vérifier, indépendamment de la pensée, qu'est-ce qui, de la pensée, reste dans le mouvement réel du fait social tel que nous le saisissons dans l'infrastructure. Ce, indépendamment de la suprastructure et de la suprastructure. Donc, mon 4 inclut il faut suivre la règle d'inclusivité, mais quand on redescend, il faut suivre la règle d'inclusivité aussi. Fait que si on descend du 4 au 2, ben là, rendu au 2, c'est juste le 1 que ça inclut. Le 4 et le 3 sont plus activés, puis dans le mouvement réel du fait social, ben, il en perd, il en garde, il en reconstruit, tout dépendant. Puis quand on monte jusqu'au 4, ben, ça rétroagit sur les niveaux précédents aussi. Mais là, je m'égare du sujet. L'esprit, j'ai dit plusieurs choses là, sur l'esprit qui sont importantes. Je vais vous dire aussi que l'esprit, c'est ce qui imagine la pomme verte que vous pouvez capter en ce moment. Imaginez une pomme verte. Vous la voyez, comme si elle était extérieure à vous, une petite image vague, abstraite, vite, vite. C'est comme si ça se projetait dans vos yeux. Ben, en fait, ça, c'est votre esprit qui a capté ça. Puis ça, c'est ceux qui voient la pomme verte, c'est votre esprit. Donc, c'est quelque chose, il est immatériel, il est mortel, hein, il est mort, puis il est nulle part. Donc, il est suprastructurel, il n'est pas dans l'univers matériel, il est au-delà de la limite métaphysique. C'est, dans le fond, l'esprit, c'est un résultat du sujet qui s'en est rendu le maître, hein, le maître du processus de la subjectivité. Et tout comme le sujet vient d'une conscience, dans le fond, dont il s'est rendu le maître. Donc, l'esprit, on peut aussi dire que c'est le produit, l'aboutissement historicologique, bon, d'une chaîne de signes dont il s'est rendu le virtuose. Hein. C'est une série d'interprétants finales qui s'est rendu l'interprète de la sémiose en question. Donc, celui qui effectue le processus d'interprétance, qui est très important dans la modernité, hein, le fait de produire soi-même en tant que sujet le sens, d'attribuer nous-mêmes le sens qu'on veut à notre vie, par exemple. L'esprit, j'ai plusieurs dénominatifs ou une manière de le nommer, plusieurs surnoms. Dénominatifs, ça se dit. Euh, il y a notre double, hein? Moi je me double, conscience subjective, objective, réflexive, projective, donc le monde de l'esprit, moi je me double, le double étant l'esprit parce que c'est le résultat du dépassement de l'objet par le sujet, d'abord le premier dépassement qu'il y a,
Puis c'est là que l'esprit entre en formation continue parce que la conscience vient avant l'existence, en passant par l'essence d'abord. Donc, c'est là que l'être humain, il transforme le monde, puis il ne fait pas que le modifier comme par la production. La production de l'esprit, elle, c'est une transformation. Puis on vérifie, voir ce qui a été subdué hein, par en dessous, le non-être devenu être, qu'est-ce qu'on a créé de nouveau dans le monde. Ben, on revient pour voir ce qui a été fait. Donc ça, c'est la praxis transformatrice contemporaine, qui est opérée par l'esprit d'un sujet révolutionnaire ou d'un sujet hallucinant. Hallucinant, révolutionnaire, bon, j'ai plus besoin de vous cacher la blague. Euh, donc, je peux aussi appeler l'esprit l'alter ego. L'ego étant la conscience objective, le je, hein? L'ego parce que quand il y a un je, il y a un tu, il y a un il, il y a un, donc je suis en relation avec quelqu'un d'autre comme disait Norbert Elias. Et puis, je suis en relation avec quelqu'un d'autre, donc je n'existe qu'étant hors de moi. L'existence étant le fait d'être posé hors de soi, donc je n'existe qu'étant hors de moi. C'est à la tête de l'abstraction du corps, en fait, qui s'en va penser à euh, l'objet qui lui manque, à commencer par l'autre être humain, le fait de penser étant un dialogue avec une auditoire imaginaire. On dit ce qu'on dirait à l'autre s'il n'y avait pas de filtre. On dit ce qu'on aurait dû dire, puis qu'on aurait voulu dire, mais qu'on n'a pas dit. Donc, on élabore un ensemble de scénarios, puis ça constitue ce qui, du point de vue de l'individu, correspond à la société. Donc, j'appelle ça la société imaginaire, la société possible. Toute sociologie spontanée de la part des individus, même s'ils n'ont pas de formation en sociologie, ils ont une sociologie spontanée, une manière de comprendre qu'est-ce qui fait qu'ils sont sociaux, pourquoi est-ce que la société fonctionne comme elle fonctionne, etc. Eh bien, cette sociologie spontanée-là, nous avons affaire à la société imaginaire possible, celle qui fait une monade, qui ne prend en compte que le point de vue subjectif d'un individu. Donc, pour atteindre la société réelle, l'ancrer dans la société réelle, en fait. Donc, voilà pour l'esprit. L'esprit, on peut aussi l'appeler, c'est ça, l'alter ego, parce que c'est un rapport à l'autre soi. L'esprit étant la partie de notre être qui est déjà morte. Si nous sommes mortels, c'est pas parce que nous savons que nous allons mourir, c'est parce que nous sommes déjà morts en partie. Et c'est l'abstraction jusqu'à l'anéantisation, et puis un jour à l'anéantissement, de telle sorte que l'esprit ne sera même plus, et nous ne pourrons même plus le penser. Donc ce sera complètement anéanti. Mais si nous sommes animés par un souffle de vie qui émane de notre corps, ce qui est contradictoire, mais qui se tient quand même, eh bien, c'est parce que nous avons une partie de notre être déjà morte. Car la condition d'existence des êtres humains, c'est la mort. Une mort symbolique. Hein? Philosophie, c'est apprendre à mourir. Ben, mon système théorique, il prend en compte ça. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une coupure ou une limite franchie dans l'édifice de la société, ben, c'est une coupure dans le monde. Hein? Le monde qui est un ensemble qui est stabilisé par des régimes de réalité, là, un ensemble des limites qui s'imposent à notre expérience, donc la réalité. Euh, donc, le monde étant la totalité des expériences vécues. Puis, notre être hors du monde, ben, ou notre surplus d'être au monde. Je ne sais pas encore lequel le nommer parce que les deux s'appliquent. Ben, c'est ce qui se trouve dans le monde sur soi, c'est-à-dire notre esprit qu'on ne voit pas. Hein, dans l'édifice de la société, j'ai pas écrit esprit nulle part. Pourquoi? Ben parce qu'il est immatériel. Il est à la limite c'est ce qui fonde en fait la frontière. C'est ce qui fonde la limite métaphysique entre la superstructure et la suprastructure en établissant, en érigeant une frontière, la frontière de l'esprit, c'est-à-dire la dernière limite qui, au-delà de la limite, juste avant la limite impensable, c'est la chose dernière chose qui nous apparaît à l'esprit. Donc l'esprit, pour moi, c'est pas un postulat métaphysique. Je ne fonde pas ma théorie sur l'idée que l'esprit vient avant le corps. L'esprit vient après le corps, et s'il vient avant, c'est par la suite seulement, après coup. Donc, il l'anime. Donc, il pense avant d'agir, hein, plutôt que d'être le fruit d'une réflexion qui serait toujours en retard sur son action. Donc, voilà pour l'esprit. L'esprit, l'alter ego, notre double, c'est notre être hors du monde ou notre surplus d'être au monde. C'est la partie de notre être déjà morte, mais qui dure, dans le fond. Si on dure, c'est parce que nous repoussons la mort. Et sans cela, nous n'aurions qu'un esprit.
Quand je parle, je prouve que j'ai un esprit. Et je reconnais en vous un esprit, donc une âme. Jonathan, passe une bonne journée.